Nous avons un programme excessivement chargé. Alors, c'est au galop que je dis bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gérard. Bonjour Eddy. Bonjour. Bonjour Frédéric. Mon édito. Voilà. Les municipales en Martinique. Est-ce l'art de se disputer le pouvoir sur des communes en faillite? Entre les deux tours, les programmes disparaissent et les accusations se montrent puissantes et fortes. On ne débat plus de projet, on règle des comptes, on dénonce, on accuse, on exhume des dossiers et chacun explique que l'autre est responsable de tout ce qui ne va pas. Mais une question simple se pose. Si les communes sont en difficulté, si ça va si mal, pourquoi tout le monde veut les diriger? Moi, je suis perplexe. Pourquoi se battre avec autant d'acharnement pour prendre la tête de collectivités surendettées? Des collectivités contraintes, fragiles. Est-ce une forme de cécité, d'aveuglement, une ambition complètement déconnectée du réel ou une forme, je serais plus positif, d'attachement profond? Parce que malgré tout, les communes restent le cœur battant de la Martinique. Alors oui, le spectacle politique peut parfois sembler totalement dérisoire. Accusations, manœuvres, stratégies, bons mots, etc. Mais derrière cela, il y a peut-être autre chose. En quelque part, une volonté de tenir, de réparer, de servir. Alors, soyons justes. Ce n'est pas seulement de l'inconscience de la part de ces gens qui sont des candidats, c'est certainement un amour sans limite pour leur commune. Et entre les deux hypothèses, nous préférons croire à celle-ci, la dernière, que ces candidats acharnés sont réellement attachés à l'endroit qui les a vus naître, se faisant à leur pays. Jingle. Bon, au-delà des élections, cet exercice démocratique est un test pour savoir si les gens, oui ou non, continuent à jouer le jeu. Jouer le jeu. C'est Félix Eboué qui disait ça. Il faut jouer. Daniel, tu vas nous expliquer, en analysant la participation globale, première et second tour, du sens du niveau civique des citoyens martiniquais. Alors déjà, moi, il me semble que les élections municipales sont des élections particulières et qui, pour moi, ne peuvent pas être comparées ni aux législatives, ni aux présidentielles, et encore moins européennes. Voilà. Non, mais c'est important parce que, en fait, et tout le monde le dit, le maire, le conseil municipal, c'est vraiment les élections de proximité. C'est-à-dire que c'est ce qui montre l'attachement des personnes, des citoyens à leurs représentants. Et le maire est vraiment l'élément de proximité. Alors, tout le monde dit que le taux de participation ne fait que baisser et ça traduirait un déficit de la démocratie, un manque d'intéressement pour les personnes à la vie civique. Alors, quand on regarde les chiffres de plus près, on s'aperçoit que là où on vote le moins, ce sont les grandes communes. Par exemple, Fort-de-France, Robert, Schœlcher, Trois-Îlets, quand on regarde les deux tours. C'est un phénomène que l'on retrouve d'ailleurs en France hexagonale où le phénomène des grandes villes et ça joue. Alors ça joue pourquoi? Ça joue parce que la question de proximité, toujours, dans les grandes villes, c'est plus difficile. Et puis, me semble-t-il, pour la Martinique, il y a des éléments à prendre en compte. On dit que la Martinique perd des habitants. Entre 2014 et 2026, il y a une ville comme Fort-de-France perd 5000 habitants. Quand vous perdez 5000 habitants, qui sont des personnes actives, donc vous avez demeure des personnes qui sont les plus âgées, et ça on ne surprend personne, donc des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, des personnes qui ont un certain nombre d'isolements. Donc il faut croiser le fait que indiscutablement il y a le fait que le spectacle, entre guillemets, de ce qui est offert ne donne pas forcément envie aux citoyens de se déplacer. Qu'il y a la qualité peut-être des discours qui sont tenus, mais ça, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut le croiser avec les éléments démographiques pour comprendre pourquoi les gens ne vont pas voter. Et il me semble aussi qu'il faut analyser
les personnes qui se déplacent et qui votent blanc ou nul. Moi, j'ai été frappée de l'importance à Fort-de-France des bulletins blancs et nuls, qui sont beaucoup plus importants que les autres années. Et ça montre qu'il y a une population qui, justement, montre qu'elle veut voter, mais que ce qui lui est proposé ne satisfait pas. Et ça peut être aussi analysé comme une position de rejet par rapport à ce qui a été dit. Donc, en gros, la participation, contrairement à ce que beaucoup de médias disent, en deuxième tour, on a moins voté. C'est pas vrai. À 17h, on avait moins voté, mais à la fin, on avait plus voté. Quand on regarde les chiffres officiels de la préfecture, le taux, ça s'affiche, le taux de participation, 42,21 à 17h. Le taux final, c'est 51,57. Donc, par conséquent, ça a dépassé les 50. Et tout le monde a statué, tout le monde a analysé, tout le monde a glosé sur 42-21. Alors que le chiffre officiel, c'est 51, 51, c'est embêtant, 51. Oui. C'est très embêtant. Alors, au premier tour, je signale qu'on était à 47,79. Donc, on a plus voté au deuxième tour qu'au premier tour. En 2014, puisqu'encore une fois, on ne considère pas 2020 puisque Covid, 2014, on avait voté à 54,9, c'est-à-dire quasiment 55%. Donc, il y avait quand même plus de votes. Et on signale qu'il y a dans certaines communes où le taux de participation approche les 75, voire les 80% dans certaines communes. Donc, moi, je crois que les personnes, globalement, à la Martinique, moi, je trouve que dans l'ensemble, elles se sont quand même intéressées, mobilisées de façon générale pour les élections, parce qu'elles considèrent, encore une fois, que c'est elles qui reflètent le plus leur vie quotidienne, qui a le plus d'impact sur leur vie quotidienne. Et d'ailleurs, en analysant le résultat des élections municipales en Martinique, il va certainement un peu prouver ce que tu viens de dire. Oui, j'aimerais rajouter que on est d'accord qu'on est dans un monde de progression technologique fulgurante, et le truc ringard par excellence, c'est le vote démocratique dans des isoloirs, et il faut signer. C'est d'une ringardise absolue, puisque on est capable de protéger le secret à travers tout ce qu'on touche, le téléphone, les banques se sont modernisées, et là, le secret, il est absolu. Pourquoi le secret ne serait pas absolu à travers le vote démocratique? C'est totalement ringard, parce que tu as souligné, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas aller au bureau de vote, parce que ces personnes-là, on leur enverrait un code sur leur téléphone, elles voteraient, et ça se passe déjà aux États-Unis. Alors, pourquoi en France, on s'y met pas? Voilà, donc je voulais apporter cette petite touche. Alors, la mission m'a été donnée de commenter les résultats, cette fois-là, non pas... 5 minutes. Vous savez que vous avez 5 minutes. Je sais, je vais aller très très vite. Bon, alors, très classiquement, quand on est confronté à un tel challenge, on retient simplement des enseignements majeurs. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, pour moi, il y en a 5. Un, c'est le renouvellement générationnel. Alors, ça se voit parce qu'il y a de nouveaux maires qui, pour la majorité d'entre eux, ont moins de 60 ans. Donc, la moyenne d'âge, déjà, de ceux qui sont au pouvoir descend de manière très nette. Magnifique. Mais surtout, et là, on est en train de faire le travail, c'est déjà visible avec les 20 maires qui avaient été élus au premier tour, un renouvellement générationnel dans les conseils municipaux. Aussi. Voilà. Les équipes. Les équipes. Et ça va avoir un impact considérable sur la sphère du pouvoir, à la fois parce que les mairies, ça gère quand même un énorme budget au total. Hein. On est à plus d'1 milliard d'euros, ok, avec des mairies costauds, hein, 258 millions d'euros pour la ville de Fort-de-France, 150 millions d'euros pour la ville du Lamentin, des choses, 50 millions pour Ducos, donc c'est costaud. Et puis voilà. les PCI, et puis... Alors, déjà ça, les mairies, et puis derrière, dans les semaines qui viennent, vont être élus les conseils communautaires, vont procéder à l'élection des présidents des communautés d'agglomération, qui, elles, gèrent, là encore, au total, près de 400 millions d'euros, qui se rajoutent aux milliards. Donc, ça fait des sommes par an. Et là, on est parti, il faut quand même dire ça à nos amis téléspectateurs, on est parti, non pas sur 6 ans, mais sur 7 ans.
Ils ont une année de plus de budget. Ça va être considérable. Au total, c'est près de 10 milliards d'euros qui vont être gérés dans les 7 ans qui viennent par des conseillers municipaux. Des conseillers municipaux, pas des conseillers territoriaux. Bon. Ensuite, la féminisation. Donc ça, tout le monde l'a noté. Et probablement une prise de pouvoir affirmée. En fait, c'est pas une conséquence de la loi, puisque la loi ne touche pas aux têtes de liste. C'est la féminisation affirmée, revendiquée, qui est en train de se mettre en place, pour une raison extrêmement simple, c'est que les femmes ont goûté au pouvoir grâce à la loi de la parité dans les conseils municipaux, et elles se sont dit, mais finalement, c'est pas plus compliqué que ça, et nous, on a l'habitude de gérer à la maison, et ces types-là, globalement, ils sont pas pas meilleurs que nous. Et il y a un habitant de Saint-Pierre qui dit, de toute façon, vu l'état des villes gérées par des mecs, les femmes peuvent pas faire pire. Ouais, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Donc elles feront mieux. Troisième élément, pour moi, qui est moins visible, mais l'analyse le prouve, c'est la montée de la radicalisation. Les candidats radicaux, jeunes pour la plupart, portant un langage de remise en cause, non plus de remise en cause, on va dire, de personnes, de bilan, etc., mais idéologiques, se sont affirmés. Très peu ont gagné, mais quand on calcule le nombre de voix, ça fait des dizaines de milliers de voix. Mais tu les retrouves aux conseils municipaux. Ils vont être dans les conseils municipaux et ils vont probablement user de leur présence pour changer un peu la donne. En particulier, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'ethnicisation de la politique en Martinique. Il y a des villes où on a bien vu la césure entre mulâtres, peau claire et noir. Alors, les gens ne parlent pas de ça, ils disent pas ça, c'est pas vrai, Marajo raconte des conneries. Non, sur le terrain, on l'a vu, en particulier à Shellshare. Quand des candidats disent il y a un problème d'équité et de discrimination parce que les quartiers nord ont toujours bénéficié davantage par rapport au quartier sud. Donc moi, je regarde les électeurs du quartier nord et les électeurs du quartier sud, à la fois sur le plan ethnique, mais surtout sur le plan socio-économique. Je me dis qu'il y a une vraie césure. À Fort-de-France, c'est exactement la même chose. Au François, c'est la même chose. Au Robert, c'est la même chose. Donc, il y a ça qui naît, quoi, qui bouge. C'est la même chose au Diamant, à Sainte-Luce. C'est une hypothèse. Non, c'est pas une hypothèse. Quand on regarde... Non, c'est pas une hypothèse. On regarde les bureaux, on regarde la sociodémographie, on regarde les noms des gens. Et on constate que c'est réel. Et puis, quand on fait la photo des équipes de conseils municipaux, on dit « Wouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, évidemment, en France, il ne faut pas parler de ça. Mais vous aurez noté, par exemple, qu'à Saint-Denis, à Saint-Ouen... oui, là, c'est manifeste. Ah oui, ça se voit. Mais ici, c'est difficile parce que c'est plus mélangé. C'est plus subtil. C'est plus subtil, mais ça existe. Ensuite, la montée en puissance de PIA. Alors, il y a des gens qui disent, c'est pas vrai, machin. Je suis désolé. PIA, Marigot, Prêcheur, Ducos, Basse-Pointe, Failly, Saint-Pierre, François. Ils n'avaient pas tout ça de ville, hein, ok. Et puis, la perte d'influence du PPM. Alors, attention, Basse-Pointe, là encore, à 50 voix près. Bellefontaine, plus de PPM. Carbet, terminé. Trois-Îlets, avec la proximité. Il n'était pas PPM. Oui, il n'était pas PM, mais il y avait une proximité très forte avec le PPM, notamment dans l'Alliance, perdu également. Et puis, je finirai par là, égalité totale entre les voix recueillies par le maire de Fort-de-France et la somme des voix qui ont voté. À 200 voix près. Ça, c'est un signe. Moi, pour conclure ce chapitre, encore que ce paragraphe, ce n'est pas le chapitre, moi, ce que je souhaite, c'est que les femmes, elles ont peut-être des facultés
olfactive supérieure à celle des hommes, mais elles vont quand même déceler les stations d'épuration qui puent et qui nous polluent la vie pendant des mois et des mois. Je dis ça au premier degré. Elles vont peut-être comprendre, Christian n'est pas là, mais on a un grand plaisir à t'avoir à la place de Christian, la signalisation. C'est l'éthique. On ne peut pas avoir une ville et puis à chaque carrefour, il y a des indications qu'on ne peut pas lire. Je vous dis ces petites choses. C'est des choses que vous faites, mesdames, dans vos foyers et qui nous rendent la vie plus facile. Donc, alors je vais demander à ces dames qui ont été élues, parce que ce sont des femmes qui ont un passé militant, associatif pour la plupart. Elles ne sont pas jaillies comme ça de la parité. On ne les a pas mises là parce Elles étaient conseillères qu'il municipales. fallait faire. Ouais. Voilà, et puis par ailleurs, elles avaient une vie sociale, une vie militante. Je vais leur demander de conserver leur féminité. N'imitez pas les hommes, parce que les hommes, c'est pas terrible dans ce pays-là. Je prends mes responsabilités. Municipal France, à ton tour, Frédéric. Eh bien, il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, en France, nous sommes dans un système très fragmenté, très balkanisé. Avant, on était sur un duel classique entre la gauche et la droite, et aujourd'hui, on est dans une sorte on l'avait évoqué ici, de tripolarisation du pouvoir, avec la gauche d'un côté, le centre, on va dire, le centre mou, le centre républicain, et la droite. Et on ressemble aujourd'hui à une fin de 4e République avec une difficulté pour une quelconque majorité de pouvoir s'imposer. Voilà un petit peu le contexte. Alors, la géographie du vote n'a pas véritablement évolué, même si elle se renforce. Dans les métropoles, on est plutôt sur des bastions de gauche, voire d'ultra-gauche. On est dans un duel entre les socialistes et les LFistes. Dans les périphéries, on a vraiment les zones de force du Rassemblement national qui se manifestent de façon croissante. Et puis, on a dans la ruralité, à ne pas confondre avec la périphérie, des réseaux traditionnels qui perdurent, des Républicains, des LR, du centre-gauche comme du centre-droit. Bon. Et la commune, pour en venir au municipal, est une sorte de dernier bastion, de dernier refuge, puisque le niveau national est perçu et est extrêmement chaotique. Et donc, la commune, c'est une sorte de dernier bastion de stabilité. Et on a une vision du maire, que ce soit dans les divers sondages, on ne va pas tous les citer, mais d'Ipsos à IFOP, etc. Le maire doit être un gestionnaire. Il doit être un gestionnaire. Et quand on demande aux Français qui ont voté quels sont leurs critères numéro 1, à savoir un électeur sur 2, il répond que le premier critère, c'est l'école. Et le deuxième critère, c'est le transport. On n'est pas sur de grandes idées. On n'est pas sur de grands principes, bien que ce soit de grandes idées et de grands principes, le transport et l'école. Mais en tout cas, on n'est pas sur de l'idéologie. On est sur des réalités du quotidien, mais qui changent du tout au tout la vie des citoyens. Alors, quelques chiffres clés pour en venir aux faits marquants des municipales. Tout d'abord, beaucoup de dissidence. Beaucoup de dissidence. Dans une ville sur 3, le maire sortant affronte ses propres alliés, ce qui crée une érosion autour de 8 à 15% de sa propre liste, de sa propre base électorale. Ensuite, ce qu'on note également, ce sont les dépenses. Les budgets sécurité de police municipale sont passés de 15 à 25% en 10 ans et c'est devenu l'attente de base, peu importe le bord politique des élus, des futurs élus. Et on est autour, pardonnez-moi, d'un taux de participation de 57%. Alors, pour faire court, dans les années, on va dire, 60 à 80, c'était l'âge d'or. On avait quand même des taux de participation qui avoisinaient 75 à 80%. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'érosion du taux de participation. Ensuite, on a perdu, on va dire, de 89, des années 90 aux années 2000, on a perdu 10 points. Sans parler du Covid, où là, on a chuté à moins de 55% de taux de participation. Pour un retour, on appelle pas ça vraiment une progression, on appelle ça un plateau, à autour de 57%, ce qu'on a vécu aujourd'hui. Bon. Et au niveau de l'étau budgétaire, voilà le grand sujet, je crois, des municipales. Les maires doivent construire 10 à 20% de plus de logements attendus, non seulement parce que les précédents logements étaient vétustes, de plus, il y a
déconcentration et une géographie qui a évolué. Et on doit également relancer par la demande. L'État a une urgence dans son contexte, même si ça peut sembler contre-intuitif. Quand on est dans une période de difficultés économiques, il faut sortir des politiques de rigueur pour relancer. Et l'État a moins d'argent puisque la taxe d'habitation a été annulée. Les taxes foncières sont difficilement négociables. Et donc, le maire de 2026 sera avant tout un ingénieur budgétaire qui doit faire plus avec moins, sous peine d'être sanctionné par une opposition de plus en plus fragmentée. Très bien. Très bien, très bien. Dans tout ça, je ne sais pas si vous avez écouté les informations, mais tous ce ne sont pas nos confrères, on n'est pas journalistes, nous sommes des communicants. Sauf peut-être toi, est-ce que tu es journaliste, Sidi? Non, Mais pas tu es à du la tout. frontière. Pas du tout. Et je ne le revendique pas. Ils ont commencé à glosser sur les présidentielles. Tout le monde entend les présidentielles. Alors, Emmanuel, les présidentielles, est-ce qu'il y a un impact des municipales sur les présidentielles? C'est un peu un châtaignier, mais enfin, comment Oui, dire. mais ça me fait assez sourire parce qu'on l'a tous dit autour de cette table, ce sont des élections de proximité. 51% des listes qui se sont présentées dans toute la France étaient sans étiquette. Et puis le reste, c'était divers. Alors divers droite, divers gauche, divers centre. Ouais. Et puis, une fois que les résultats sont tombés, là, on voit surgir les écuries, LR, Rassemblement National, Parti Socialiste. Bon, c'est un peu comique, je trouve, parce que la vérité, c'est que c'est une récupération, alors bien évidemment politique, de résultats qui n'en sont pas vraiment, en tout cas qui n'ont pas forcément de lecture directe sur les tendances des présidentielles. Bon, ben, néanmoins, il faut en tirer quand même une analyse. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire quand même, une fois qu'on a pris cette grande précaution de départ? Il y a les trois grands blocs qui vont s'affronter au présidentiel. Il y a le Rassemblement National, enfin la droite extrême, qui, elle, peut revendiquer un nombre d'élus supérieur à ce qu'ils avaient avant, puisqu'ils alignent aujourd'hui 74 mairies, alors qu'ils n'en avaient qu'une vingtaine jusque-là. Donc ça, bon, il faut enclencher ça dans un... Mais bon, on ne Sur parle 36 000. sur 36 000, absolument. Mais bon, en tout cas, il s'appuie dessus comme étant le gage d'un succès. Il s'ancre un petit peu plus dans les territoires. Et surtout, ils alignent, ce que tu disais tout à l'heure, ils alignent des conseillers municipaux. C'est surtout ça qui est intéressant. Parce que maintenant, ils ont 3000 conseillers municipaux qui rentrent dans la vie de proximité, qui seront sans doute les mieux placés pour ensuite conquérir les mairies demain, et puis participer notamment au débat national à travers les sénatoriales. Donc vous avez là quand même une force nouvelle, un renforcement du Rassemblement national, malgré tout, avec un impact qui peut être notable. À l'autre extrême, vous avez la gauche, là qui s'est un peu perdue dans des alliances qu'elle-même n'a pas comprises, avec des échecs retentissants entre des alliances du Parti socialiste avec les LFistes, avec, là encore, une redistribution des cartes qui rend très illisibles les destins présidentiels, parce que, je sais pas, j'aurais pas aimé être à la place du secrétaire général du Parti socialiste, qui aujourd'hui a du mal à affirmer une vraie position, parce qu'il a dit tout et son contraire en 10 jours, et il va falloir assumer quand même une ligne, une colonne vertébrale quand on s'adresse à l'électorat national pour les présidentielles. Là, je pense qu'il s'est fragilisé avec tout ça. On a vu aussi les tensions extrêmes qui se sont produites dans ce camp électoral. D'ailleurs, il y a eu quelques images assez détestables qu'on a pu voir sur les communes qui ont mis à la tête, qui ont gagné des vainqueurs qui ont gagné des communes et qui ont chassé de manière assez brutale les anciens maires sous les huées, etc. Enfin, il y a eu des comportements anti-républicains qui viennent alimenter cette petite musique qu'assume d'ailleurs assez bien Jean-Luc Mélenchon, mais qui se cornérise sur un discours relativement, on va dire, extrême. Et puis au centre, vous avez les LR, là aussi, ils ne savent pas trop. Je pense que les LR sont un peu paumés parce que entre les alliances avec le Front National, enfin le Rassemblement National, ou les alliances avec les macronistes, personne ne sait vraiment
quelle est la bonne ligne. Aujourd'hui, le Retailleau est très perturbé et très contesté par son propre camp. Et je dirais, le seul qui sort relativement légitimé, enfin qui clôt le débat du centre, c'est Édouard Philippe, finalement, qui finalement clôt le sujet de la légitimité d'une candidature du centre, je trouve. Mais bon, enfin, tout ça augure quand même des débats qui ne sont pas clos. Il y aura encore des discussions fortes et ça n'a pas du tout, à mon sens, éclairé le jeu des présidentielles. Ces élections ne sont pas le moyen qui éclaire la situation. Oui, tout ça est très disparate, très décis, fragmenté. Pour l'instant, on peut que... Mais c'est une paix bénie pour les journalistes, hein. Parce qu'ils peuvent avoir des positions, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Un jour, dire une chose, le lendemain dire son contraire. Et les sondeurs. Oui, également. Jingle, s'il vous plaît, pour... Comme on me dit beaucoup de bien de toi, Emmanuel, donc tu vas prendre le sujet qui vient, c'est commune contre EPCI. EPCI. C'est dit. Ben, c'est dit, ben, oh, c'est dit. Du bien dédié également. On dit bien dit. Ah, Non, mais moi, tout je à suis... fait, parce que lui, il est méchant. Emmanuel est gentil, mais lui, c'est un méchant. Tout le monde sait ça. Bon, Il est méchant, mais il est fort. c'est plutôt un rôle qui m'a été attribué, hein, donc, je suis désolé. Bon, le débat est assez classique. Les maires considèrent qu'on leur vole leur pouvoir et les présidents de communautés d'agglomération qui, vous l'aurez noté, sont des maires, disent « Mais non, mon petit, t'inquiète, Reste avec nous. on fait ça pour ton bien. » Bon. Alors, le débat n'a pas encore été tranché, surtout que vous l'avez vu, le Premier ministre envisage d'accroître les pouvoirs des communautés d'agglomération au détriment de deux instances. Alors, il y en a une qu'on n'a pas ici, c'est le conseil départemental, et des villes, bien évidemment. Bon. Alors, allons rappeler un peu les pouvoirs. Alors, on va faire un peu dans la provocation. On a volé au maire tout ce qui touche au transport, et on a volé aux communautés d'agglomération tout ce qui touche au transport. Parce qu'en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que la distribution des pouvoirs est en relation avec le financement de ces prérogatives. Or, les hommes politiques très classiquement disent, grosso modo, ça nous fait du budget supplémentaire, oui, pour les dépenses. Mais ils ne voient jamais, ils ne s'intéressent pas aux ressources. Et en réalité, celui qui prend la prérogative, en tout cas qui se bat pour l'avoir, ne se préoccupe guère du financement Des ressources. et des ressources. Et le plus souvent, au total, l'addition n'y est pas. C'est-à-dire que, grosso modo, en moyenne, quand on vous alloue des pouvoirs nouveaux, vous avez non pas 100% des sommes qui étaient allouées à ce pouvoir, mais aux alentours de 70 à 80%. Okay. Comment tu expliques ce différentiel? Alors, le différentiel, il est lié au fait que celui qui a le pouvoir en question le plus souvent et qui l'alloue à travers la loi, c'est l'État. Et puis il garde un petit peu. L'État dit que la gestion globale de ces nouveaux pouvoirs revient bien évidemment à celui qui le possède, mais que sur un plan logistique, c'est l'État qui va aller récupérer la ressource. Et c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est pas la commune qui va aller récupérer la taxe foncière. Oui. OK, ni la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. C'est l'État, avec sa technostructure, et qui va chercher le fric. Quand on vote une augmentation de tel ou tel budget, par exemple, prenons le cas, l'octroi de mer, c'est les douaniers qui récupèrent l'argent. C'est pas les fonctionnaires de la CTM. Donc tout ça, ça a un coût. Et l'État dit, bon, attendez, vous êtes bien gentil, mais bon, moi, j'ai besoin de payer. Vous avez des ressources. Alors, cette espèce de jeu de je te donne de nouveaux pouvoirs, mais j'en retiens une partie, il est occulté dans tout ce qui touche à la politique communale. Et il est encore
également occulté dans tout ce qui touche à la politique communautaire. Alors, donc, l'affrontement, au bout d'un moment, il devient frontal. Mais qui gagne, c'est toujours celui qui a le moins de charges. Et celui qui a le moins de charges, là, c'est la communauté d'agglomération par rapport au maire. Alors, quand je dis les charges, c'est le nombre d'interlocuteurs. Le maire, il a tous ses habitants. Le président de la communauté d'agglomération, il a tous ses maires. Ça fait beaucoup moins de gens. Hein. Quand vous êtes président de la communauté d'agglomération de Cap-Nord, vous avez en face de vous 18 maires. 50 et quelques, comment dirais-je, représentants communautaires, mais vous êtes beaucoup plus à l'aise. Et le drame qu'on est en train de vivre, c'est une montée en puissance des revendications des populations, donc sur le plan local, et une perte progressive des capacités de décision du maire. Alors, je plains beaucoup, tu l'as dit, je plains beaucoup les nouveaux maires. Parce que la dette de l'ensemble des collectivités locales, mais essentiellement des villes, et de la CTM vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de la sécurité sociale, vis-à-vis des associations est colossale. C'est 3 milliards d'euros. OK ? Et donc, il y a de fortes chances. Pour vous donner un chiffre qui est terrible, il n'y a que 8 villes en Martinique qui ont une trésorerie positive. Ouais. Sur 34. Bon. Donc, cet effet d'aspiration réel des communautés d'agglomération, des villes vers les communautés d'agglomération. L'intercommunalité, comme on dit. Voilà, ce qu'on appelle les EPCI, etc. Bon, en Martinique, il y en a 3. Ouais. Bon, on les rappelle quand même, parce qu'il y a des petits jeunes qui arrivent dans notre émission. Cap-Nord, Oui. l'Espace Sud et la CACEM. La CACEM. Va continuer et elle va s'exacerber en raison même des problématiques financières des villes. Les villes vont dire, OK, je renonce finalement à mes pouvoirs parce que je n'ai pas de quoi financer ces dépenses et je me retourne vers les communautés. Mais les communautés ne sont pas mieux. Elles sont extrêmement fragiles. Cap-Nord est très fragile. L'Espace Sud, ça va un peu mieux. La CACEM, moyen. Mais son budget avait été rejeté. Cap-Nord, il y avait la Chambre régionale de la Cour des comptes avait été appelée par le préfet. Donc, tout ça est vu par l'État de manière extrêmement préoccupée parce que on est vers, non pas une faillite de la France, mais on est vers une faillite des collectivités locales en plus de la France. Parce que quand on parle du déficit public, souvent le regard se tourne vers l'État. Mais oui, l'État, effectivement, mais ce qui pèse le plus, ce sont les collectivités locales. Donc si on dit les collectivités locales sont en faillite et qu'elles se battent entre elles, c'est lamentable, quoi. Tu es de tel pessimiste que je vais me tourner vers Emmanuel pour lui dire de traiter un sujet qui remet les choses en place. Il est intitulé de la façon suivante: L'homme est-il naturellement bon? Rousseau, Voltaire et l'illusion d'une innocence originelle. Donc je retire tout ce que je viens de dire. Non, c'est pas ça, c'est que ce que tu avais dit la dernière fois, où pour toi, Oui, c'est le moteur des sociétés, c'est la méchanceté. Bon, donc ça, c'est la séquence cours de philosophie. Ah oui, mais la philosophie, c'est un éclairage sur la réalité aussi. Non, mais tu as raison, d'autant que c'est un sujet qu'avait déjà abordé Eddy lors d'une précédente et émission. je lui donne le contre-pied parce que toi, tu es un homme. Voilà. Et donc, en fait, ce que tu me demandes de faire, c'est d'analyser les deux grands courants de pensée. Essayer de qualifier ce drôle d'individu qu'est l'homme. Ouais. D'un côté, Rousseau, alors c'est le duel entre Rousseau et Voltaire, pour faire simple, avec deux visions radicalement opposées. D'un côté, il y en a un qui est porteur de l'optimisme anthropologique, c'est Rousseau, qui dit que l'homme est naturellement bon, il naît bon, et puis il ne se détériore qu'au contact des autres, en fait. Mais sa nature profonde, c'est l'empathie, voilà. Et puis, face à Rousseau, vous avez Voltaire qui, lui, prône plutôt le réalisme cinglant. Non, l'homme, c'est un animal blessé, c'est un animal avec des perversions et il a besoin de la culture, c'est ce que tu disais la dernière fois, il a besoin pour pouvoir s'adoucir et se bonifier.
Et donc, c'est vraiment ce duel entre l'état de nature idyllique contre le réalisme civilisateur. Vous voyez, c'est ça le jeu. Le jeu. Alors, il y a des moments comme ça dans cette émission. Oui. Alors, Rousseau, pour faire simple, c'est l'amour de soi, c'est la pitié. Voilà les valeurs positives. L'homme est porteur de toutes ses capacités pour aller vers l'autre, créer du lien. Et Rousseau dit finalement le seul coupable, c'est la société et c'est notamment la propriété privée. Dès lors qu'on a instauré le principe de propriété privée, eh bien on sort l'homme de la nature et là on installe ce ver dans le fruit pour le rendre mauvais. Voilà. Alors que Voltaire, je reviens toujours sur Voltaire, lui il dit l'homme au fond n'est ni bon ni mauvais par nature, il est par principe perfectible. Il est dans un état qui a pour vocation, par la culture, par l'environnement, à se bonifier. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça nous oblige à choisir le camp du progrès aussi. Il y a cette vision dans Voltaire qui est intéressante. Voilà, donc, et le remède que préconise Voltaire, c'est la civilisation. C'est ce qu'il appelle, au sens, devenez civique, devenez civil, et rentrer dans ce grand travail par l'éducation, par la tolérance. Et c'est ça qui doit nous rendre bons. Alors, voilà les deux options. Et puis, j'ai quand même voulu aller un peu plus loin parce que souvent, quand on discute avec Eddy, moi, j'aime bien faire référence à ce qu'on retrouve dans la vraie nature, dans la nature biologique. Parce que ces forces voltairiennes et rousseauistes, on les trouve dans la nature. Les forces, c'est des forces de l'union contre les forces de tension. Alors, vous avez par exemple les forces naturelles qui expriment l'union, la réunion, donc le rousseauisme. C'est la symbiose à l'échelle cellulaire. Vous avez des cellules qui s'agglomèrent pour former un tout. Donc, ça veut dire que dans notre nature intrinsèque, vous avez des forces qui agissent pour nous constituer. Et donc, ce sont des principes biologiques. Vous avez l'ocytonine, surnommée l'hormone du lien. Vous voyez, et puis vous avez la sélection de parentèle aider son prochain, avec même la dimension génétique qui peuvent aussi intervenir, enfin qu'on peut revendiquer. Donc vous avez toutes ces lectures qui vont chercher dans la nature des principes qui disent qu'en réalité l'union existe dans le cœur de nos cellules, de nos organes, de nos êtres. Et puis vous avez toujours dans la nature des forces de tension également. Donc c'est le versant de Voltaire. Par exemple, le principe de sélection naturelle. Eh bien, c'est basé sur c'est le plus fort qui gagne. Vous voyez, et la nature est faite aussi là-dessus. Il faut tuer le faible pour améliorer l'espèce. Ça, c'est le darwinisme. Donc, vous avez ces principes naturels qui relèvent plutôt de Voltaire. Et c'est la confrontation entre ces deux forces qui fait ce que nous sommes. Et donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on sait qu'on est tiraillé par deux forces, pour faire simple, à la fois des forces d'union et des forces de tension, eh bien, l'idée, simplement, c'est de mener sa vie en se disant, c'est pas la peine d'être absolument bon parce que c'est un vœu pieux. En revanche, si on est 10% mieux, simplement juste de 10% en faveur des forces du lien, peut-être qu'on réussira mieux notre vie plutôt que de mettre un peu plus de force de tension dans nos modes de vie. Voilà, c'est juste ça. Choisir un petit peu plus ce qui relève du lien pour pouvoir se bonifier. Oui, j'avais trouvé une conclusion, c'est de dire que le vrai enjeu n'est pas de savoir si l'homme est bon ou mauvais, mais comment organiser simplement la société face à son ambivalence. Et je peux même faire une version conclusive. La bonté serait donc notre capacité biologique à privilégier les forces d'union pour contrer l'entropie du conflit. Donc Rousseau avait raison sur notre potentiel d'empathie, mais Voltaire avait raison sur la nécessité de structure, loi, culture, pour canaliser nos pulsions et nos tensions. Ça, on est tous d'accord. Jingle. Daniel, je ne présente pas le sujet, tu vas le présenter, tu vas faire le pitch et tu vas le traiter. Voilà. C'est une émission complète, totale. D'accord. Moi, j'ai découvert un auteur qui s'appelle Claude-Michel Privat et qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Cécile Maximin.
Et alors, donc, comme je ne le connaissais pas, je me suis renseignée et j'ai découvert. Alors, déjà, il n'est pas sur les réseaux sociaux, hein, parce qu'on ne découvre pas grand-chose Ouais, sur sa bio. D'après son éditeur, on sait qu'il est passionné pour les sciences humaines, donc c'est ce qu'on arrive à savoir. Mais je découvre qu'il a, en 2006, c'est-à-dire il y a 20 ans, il a sorti un ouvrage qui s'appelle La mort du colibri Madère, et que ce livre, le deuxième, donc c'est Cécile Maximin. Et moi, j'ai vraiment découvert avec beaucoup, beaucoup d'intérêt cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage il a 113 pages, donc il n'est pas épais. Il est d'une écriture qui est légère et qui nous plonge dans la Martinique profonde. Ça se passe au départ, le centre de la famille, ça se passe à Saint-Pierre et au Carbet. Et en fait, l'auteur, je rappelle Claude Michel Privat, à partir d'une femme qui est Cécile Maximin, c'est le prétexte pour pouvoir parcourir notre histoire, à la fois l'éruption de Saint-Pierre, les deux guerres, Anton Robet, et puis la transformation de la société martiniquaise en société coloniale, à une société de consommation. Et aussi, c'est pas seulement l'histoire, c'est également toutes nos traditions. Et vraiment, avec ce livre, on retrouve tout ce qui sont les traditions des relations familiales, des relations entre voisins, des traditions culinaires, de la langue créole avec des proverbes. Et le livre est émaillé de beaucoup de proverbes. Et en fait, je trouve que cet ouvrage est un éloge de la transmission, parce que ça permet en fait de pouvoir dire à la jeune génération comment était la Martinique d'avant. Et je dirais que même c'est un ouvrage qui devrait être lu dans les écoles primaires, dans toutes les écoles primaires, pour permettre, parce que s'il n'y a pas de grand-mère ou de grand-père pour raconter aux petits-enfants comment c'était la vie, avec cet ouvrage, eh ben, les gens pourront comprendre comment était la vie. Mais je dis qu'il n'y a pas que les écoles. Il y a également tous ceux qui sont en charge des politiques publiques, c'est-à-dire les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires territoriaux, les administrations, pour comprendre l'évolution d'une société et pour comprendre le comportement de gens, pour pouvoir adapter une politique publique, parce qu'il y a encore de la Martinique, elle n'a pas disparu complètement. Et donc, pour terminer, ce que je voudrais dire, donc vraiment, lisez et faites lire Cécile Maximin. Et j'ai envie de dire que c'est pour avoir une idée de l'écho d'avant, qui est le livre que Emmanuel vient de sortir, qui nous permet de comprendre comment, ce que ça veut dire de retourner dans cet écho d'avant. Eh bien, il est là. Et puis, si vous voulez en savoir davantage sur Emmanuel, eh bien, venez au Café littéraire de Tous Créoles, qui est le mercredi 1er avril à Maniti. Maniti, au Linas à Maniti. Linas Maniti. L'entrée est gratuite et il y a même une petite collation très bonne. Jingle pour qu'on passe à la musique. En l'absence de Christian, Frédéric nous a concocté un petit bijou d'analyse musicale. Ça s'appelle Émancipation par le jazz, une architecture de la liberté. À vous la parole, Madame d'Espagne. Oui, et puis je dois admettre que Christian m'a inspiré, puisque sa dernière thématique était le jazz américain. Donc, jazz est vraiment, oui, une architecture de la liberté. Après 1865, à la fin du 19e siècle, les Noirs américains ne deviennent pas réellement libres. La ségrégation et notamment les lois Jim Crow, et puis les violences au quotidien, imposent aux Noirs américains un cadre extrêmement contraint. Et dans ce contexte, l'enjeu n'est pas encore la liberté, mais la tenue, puisque la question est comment exister sans se dissoudre. Je vous invite à écouter ensemble une reprise de Louis Armstrong, West End Blues. Yes.
j'ai tous les chroniqueurs qui sont complètement sous le charme Absolument. de cette mélodie. Donc, après n'être dans la contrainte, il faut complexifier pour pouvoir résister à l'appropriation. Et dans les années 30-40, le jazz devient populaire, il est récupéré, il est simplifié, il est adopté au goût du public et les musiciens noirs sont visibles sans être encore pleinement reconnus. Je vous propose d'écouter Coco de Charlie Parker. Dans les années 50-60, les violences raciales sont visibles. On a un pic de violence répété. Le mouvement des droits civiques impose une nouvelle exigence et cette nouvelle exigence, c'est parler. Nina Simone ne se contente pas d'exprimer une émotion, elle organise un véritable discours. La colère est là, mais elle est très tenue et elle est très structurée. Nous allons écouter Nina Simone, Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi Goddam. And to see it, I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand this pressure much longer. Somebody say a prayer. Et oui, il faut bien un peu de femmes dans ce monde d'hommes. Surtout qu'il y en n'est-ce a. pas ? Donc, merci Daniel, tu as raison. Donc, quand les structures sociales semblent bloquées, il y a une autre stratégie qui survient, c'est tout simplement se déplacer et changer de cadre. Sun Ra propose une vision afro-futuriste. Il imagine un ailleurs où les Noirs ne sont plus uniquement définis par l'oppression. Ce n'est plus de la réaction, c'est de l'invention et une appropriation de nouveaux mondes. Je vous propose d'écouter Space is the Place de Sun Ra. Space is the place. 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 Out of space. Out of space. Out of space. Oui, donc je vous ai un petit peu baladé. Non. C'est bien normal. Non, c'est l'évolution. Oui, tout à c'est fait. vrai. Et c'est l'évolution et je Point de vue rebondis. analyse, c'est- Balader dans le sens Oui. promener. Hein. Oui, bien sûr. Merci Daniel. C'est transformé pour mieux transmettre. Dans les années 80-90, les inégalités persistent et le hip-hop commence à émerger. Alors, ils ne rompent pas le hip-hop complètement avec le jazz, ils le transforment, ils le transmutent. Et on a des fragments de jazz qui sont donc réorganisés avec une nouvelle forme. Écoutons A Tribe Called Quest, Jazz We've Got. Competition, them try to come sideways, but competition, them must come straight way. Competition, them try to come sideways, but competition, they must come straight way. How's about that? It seems like it's my turn again. All through the years, my mic has been my best friend. I know some brothers wonder, can Piper really kick it? Some even wanna diss me, but why sweat it? I'm all into my music, cause that's how I make tapes. Try to make hits like Kid Capri makes tapes. Me sweat another, I do my own. Après toutes ces étapes de transformation, je vous propose une petite synthèse, une petite production de synthèse, puisqu'aujourd'hui le jazz intègre complètement son histoire, avec le brillant Kamasi Washington qui rassemble, il me semble, toutes les différentes dimensions, l'individualité,
La complexité, l'engagement, l'imagination et la transmission, ces éléments ne sont plus opposés, ils se synthétisent. Écoutons Change of the Guard de Kamasi Washington. Donc l'histoire du jazz peut être lue comme une succession de réponses à la contrainte. Est-ce que ce n'est pas ça la naissance d'une création? L'émancipation n'est pas un moment unique, c'est une construction progressive, presque architecturale, où chaque étape ajoute une nouvelle manière de tenir face au monde. Moi, le profit que je tire de l'organisation de cette émission, c'est que je m'instruis, je m'enrichis, je m'amuse. Je suis très, très, très heureux, comme certainement le sont tous les téléspectateurs de Zitata. À la semaine prochaine, et merci mes amis, merci d'exister, merci d'être avec moi dans cette entreprise de culturation. Ça se dit? Je l'invente. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.